So, good morning and welcome to this second day of the Paris Peace Forum. Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième journée du Forum de paix de Paris. On a eu des discussions très intéressantes sur ce sujet hier. On est trop nombreux autour de cette table pour une conversation d'une heure, mais ça montre que notre initiative prend de l'envergure. Je suis Augustin Grandjean, je suis chargé de l'initiative Atlas qui vise à débloquer le potentiel immense de l'agriculture africaine. On a déjà discuté d'agriculture adaptée au contexte africain et au financement. Je vais être très rapide parce que nombreux sont ceux d'entre vous qui connaissent déjà Atlas. On a démarré il y a 2 ans, certains d'entre vous étaient là. À l'époque, 15 organisations à travers tous les secteurs concernés se sont réunies autour d'un appel à action. L'objectif étant de faire de l'Afrique une nouvelle puissance agricole. Maintenant, on a de nombreuses parties prenantes, la Banque mondiale, le BCG, beaucoup d'autres organisations. On a des organisations privées, des entreprises, des fonds d'investissement et des institutions internationales. On a un récit partagé. Vous voyez ici l'état de notre coalition avec les 2 personnes qui sont en charge. L'idée de base, c'est que les systèmes alimentaires africains peuvent nous aider à atteindre les ODD. Le problème, c'est que seuls 5% de nos ressources collectives y sont allouées et donc il faut faire mieux que ça. Ce qu'on dit, c'est $1 investi là-bas, c'est le meilleur dollar investi pour les ODD. Il y a à gagner pour l'Afrique, le monde et les investisseurs. À notre époque de changement de contexte, on doit vraiment booster l'engagement du secteur privé. Voilà pourquoi on a créé Atlas. C'est une plateforme qui vise vraiment à faire la promotion de l'agriculture africaine au plus haut niveau et c'est une des priorités essentielles du Forum de la paix de Paris. Nous nous adressons aux ministres, aux dirigeants, aux entreprises, mais nous avons également conçu Atlas pour ramener de la confiance entre partenaires pour nous unir autour d'objectifs partagés, d'avoir des dialogues, créer de la connaissance, de la transparence aussi. C'est un sujet qui vraiment demande beaucoup de transparence pour que les entreprises et les décideurs politiques prennent les bonnes décisions et fassent les bons investissements. Voilà pourquoi nous soutenons le récit du défi 2030 qui a été lancé en janvier de cette année. Nous pensons que c'est réaliste de doubler les investissements d'ici à 2030 dans l'agriculture africaine. Nous avons pour ce faire besoin de l'aide de tous ceux autour de cette table. On a créé un outil pour suivre nos progrès. On utilise pour ce faire des indicateurs de l'OCDE, de la FAO, de la FID. On arrive ainsi à suivre les flux financiers à travers tous les secteurs qui entrent ensuite dans les systèmes agroalimentaires africains. Atlas a maintenant beaucoup de partenaires différents et on veut s'attaquer à de nombreux différents sujets qui sont identifiés comme des barrières au potentiel africain. Il y a le côté financement, bien sûr. On a eu plusieurs réunions sur le sujet et différents partenariats autour de financement mixte, par exemple, ont été mis en place. Cette table ronde-ci vise l'agriculture durable et je vais laisser Facundo et Patrick modérer notre discussion. Ce sera très intéressant d'avoir vos retours d'expérience. On a besoin d'écouter nos collègues africains avant toute chose. Et voilà, le but c'est de trouver ensemble des solutions de financement. Donc merci pour votre confiance dans la plateforme Atlas. Nous sommes ravis de continuer à
organiser ce genre de discussion. Alors, vous nous avez donné à la fois du temps et de l'énergie, donc merci beaucoup, Augustin. Patrick et moi allons modérer nos débats. L'objectif, c'est d'avoir vraiment des échanges entre gens engagés sur le sujet. Nous allons débattre en 2 temps. D'abord, on va essayer de voir comment passer de concept à la réalité en Afrique pour l'agriculture africaine. Deuxième partie, c'est vraiment la partie plutôt financement. Pour préparer nos discussions, nous avons une méthodologie. Vous pouvez mettre votre nom à la verticale si vous souhaitez prendre la parole. Cela nous donnera l'occasion de vous interroger pour que nos échanges soient fluides. On va commencer. On a Leonardus qui travaille à l'OCP et l'OCP soutient notre initiative. Nous lui avons demandé son aide sur la question de l'agriculture durable dans le contexte africain. C'est une façon de faire participer les fournisseurs d'intrants. Donc, lançons-nous. Leonardus va nous aider à ce faire. Je pense qu'il a une présentation pour nous. Merci beaucoup. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Facundo. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Je vais faire vite. Le concept aujourd'hui est très important. À quoi ressemble l'agriculture durable en Afrique? D'abord, il faut comprendre où nous en sommes. Aujourd'hui, l'Afrique est piégée dans un cercle vicieux de pauvreté et de dégradation des sols. Ça commence avec les sols. C'est un problème naturel puisque les sols africains souffrent de certains problèmes tropicaux, par exemple. Et le problème des sols se transfère ensuite à la population. Si vous regardez la région tropicale, c'est là qu'on a le taux de faim le plus élevé. D'ici 2030, on pense que 110 milliards de dollars seront déboursés pour importer de la nourriture en Afrique. Et ce faisant, l'Afrique se détruit elle-même. Des agriculteurs essayent de produire sur des sols très pauvres pendant 2 ans et ce faisant, ils appauvrissent encore plus les sols et ce qui reste après ça, c'est une terre extrêmement dégradée. Les agriculteurs se déplacent ensuite et donc le problème s'étend et on parle vraiment d'hectares ici. Donc il faut vraiment sortir l'Afrique de ce piège. C'est bon pour le climat, c'est bon pour tout le monde. Alors comment on fait? La question des intrants est essentielle. Si les terres sont très appauvries, il faut les gérer et il faut le faire de façon très différente de ce qui se fait en Afrique ou en Amérique, par exemple. Ici, vous voyez une image de terre pauvre, de terre tropicale pauvre. Il y a très peu d'eau, très peu d'intrants, enfin très peu d'engrais. Ça, c'est la première photo. Ensuite, on a suffisamment d'eau, mais peu d'engrais. Ensuite, peu d'eau, mais suffisamment d'engrais. Et enfin, suffisamment d'eau, suffisamment d'engrais. C'est la dernière photo. Donc, mes amis, voici comment on sort l'Afrique de ce cercle vicieux. Parce qu'on ne voit pas juste des rendements ici, on voit aussi un mécanisme de capture du carbone. Voici des terres tropicales
Et vous voyez, vous voyez ici différents niveaux d'acidité et en fonction du niveau d'acidité corrigé ou non, vous voyez qu'il y a davantage de vie dans la terre. Alors quel est le nutriment le plus important, celui qui limite le plus la terre, c'est le phosphore. Vous voyez ici en bleu les terres qui ont suffisamment de phosphore et en rouge les terres qui en manquent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a des champs de soja à gauche avec du phosphore et pas de phosphore, et à droite des champs de blé avec et sans phosphore. Et on voit bien la différence de rendement et donc la différence de capture de carbone. Donc voilà comment on peut aider l'Afrique et se battre contre le changement climatique. Et donc, on est très lié ici à l'approche One Health. Si vous reprenez une vache, si vous prenez une vache qui n'a pas suffisamment de phosphore dans l'herbe qu'elle mange, eh bien, vous avez plein de problèmes pour la santé de l'animal et donc pour la qualité de la viande qui va être consommée derrière. Et c'est là que le lien se fait avec la santé. Qu'est-ce qui va se passer pour l'Afrique d'ici à 2050 ? Voici une carte qui montre combien de terres on a besoin pour les semences, pour les cultures. En bleu, vous avez les terres qui demanderont moins de superficie pour produire de la nourriture et ensuite de jaune à rouge les endroits où on aura besoin de plus de terre et l'Afrique évidemment est la plus concernée. Donc améliorer les sols, c'est améliorer la production de l'alimentation, les régimes et le climat. Donc il faut à tout prix améliorer les rendements. Si on arrive à améliorer de 80% les rendements africains, on élimine ce besoin de superficie agricole supplémentaire. Comment ça se traduit? On utilise différents nutriments. C'est la question des intrants et c'est la démarche 4R avec le bon nutriment au bon moment, au bon taux et au bon endroit. C'est ainsi également qu'on va aider les services écosystémiques. On va non seulement améliorer la santé des sols, mais également leur résilience. On sort ainsi de ce cercle vicieux et on commence un cycle vertueux pour l'Afrique. Il y a une corrélation forte entre les rendements et la pauvreté en Afrique. Donc l'objectif, c'est de nourrir l'Afrique, de donner aux Africains une alimentation nutritive, mais également d'améliorer le climat. Et on est au Forum de Paris pour la paix, donc j'ai parlé de l'ODD 16, c'est également une façon d'amener la paix. Merci beaucoup, vous avez bien planté le décor, Lazarus. On a une bonne idée de ce qui se passe maintenant. Alors, on est nombreux autour de la table. On a la FAO, on a le Green Climate Fund, on a beaucoup d'autres organisations, des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité du terrain. On va tirer le meilleur parti de nos échanges. On va commencer avec ma collègue qui est
à la tête d'une plateforme pour la recherche et vous avez beaucoup travaillé sur les définitions techniques à haut niveau, des indicateurs dans tous les sens. Et puis ensuite, vous avez travaillé sur la réalité des petits exploitants agricoles dans les régions. Donc, comment on peut simplifier et recadrer les débats pour vraiment débloquer les investissements dont l'Afrique a besoin. Merci beaucoup, Facundo. J'ai juste besoin d'un micro. Merci beaucoup, Facundo. C'est un honneur de parler après Leonardus parce que ce qu'il nous a expliqué, c'est que produire plus ne veut pas dire détruire l'environnement. Et en fait, c'est l'inverse. Vous pouvez produire davantage et donc capturer davantage de carbone. Et je crois que c'est la dichotomie qui nous a posé problème par le passé. Alors, si on regarde l'Afrique, la première chose à dire, c'est que c'est les Africains qui doivent faire. Ils doivent être propriétaires des solutions. On ne peut pas juste copier-coller et les forcer à accepter nos solutions. Ce que nous essayons de faire, c'est vraiment d'aider les pays à définir leurs propres priorités de façon nationale, régionale et à l'échelle continentale. Voilà pourquoi c'est important de travailler avec les systèmes nationaux. Deuxième chose, l'Afrique a changé incroyablement ces 40 dernières années. Ce n'est plus la même chose qu'en 1980 ou 1990. Les systèmes nationaux sont très forts. Pensez Maroc, Égypte, Nigeria, Kenya, Afrique du Sud. Il y a beaucoup de systèmes nationaux très forts qui sont mis en place. On doit travailler avec eux, les engager et ils connaissent finalement le mieux leurs problèmes. Si on parle maintenant des indicateurs, parfois, pour les mettre en place, on utilise un point de vue qui n'est pas du Sud global. Or, on doit regarder les indicateurs du point de vue des Africains. Ce dont on a besoin, de mon point de vue, c'est des investissements pour progresser, c'est certain, et c'est de passer à l'échelle supérieure. On a beaucoup de projets pilotes qui sont merveilleux et certains touchent des milliers, voire des millions d'agriculteurs. Mais on doit passer vraiment à l'échelle supérieure. Et c'est là qu'avoir différentes institutions unies autour d'un agenda, d'un programme africain, ça va changer la donne. Il faut vraiment regarder les terres, les sols, comme l'a dit Leonardus. L'eau, c'est essentiel en Afrique, et la nourriture. Donc c'est sur ces trois plans qu'il faut jouer et il faut, pour ce faire, utiliser l'innovation. L'innovation n'est pas accessible à la plupart des petits exploitants. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas innover, c'est qu'ils ne peuvent pas se le permettre financièrement. Souvent, on pense que les agriculteurs ne veulent pas adopter de nouvelles pratiques, mais en réalité, en Afrique, c'est une question de coût. Donc l'innovation doit être abordable en termes de coût. Et pour ce faire, il faut qu'elle soit co-créée avec les Africains et fabriquée en Afrique. Malheureusement, la plupart des agriculteurs importent encore la plupart de leurs intrants, de leurs semences, etc. Si c'était local, ça coûterait moins cher. Il est important également, parce qu'on est à un moment critique en termes de technologie numérique ou autres technologies, de saisir l'instant, parce que les technologies vont nous aider à étendre davantage nos connaissances. L'évolution des outils digitaux, de la science
on a quand même fait beaucoup en termes de génétique. On peut avoir beaucoup de nouvelles variétés de semences. On doit travailler pour avoir plus de vitamine A, de fer, de zinc. Mais on peut aussi travailler sur des espèces qui ont été appauvries en Afrique. Et c'est ce que la génétique nous permet de faire. Quand vous travaillez sur les semences, vous pouvez améliorer leur rendement. Mais pour certains aliments de base, il faut vraiment utiliser les espèces locales parce que c'est celles qui sont le plus adaptées au contexte local. Donc vous avez peut-être l'impression que je me contredis, mais en fait, c'est les deux qu'il faut faire en même temps. Nous devons améliorer la productivité, nous devons rendre le maïs, le blé, le riz, les aliments de base du continent plus nutritifs. Et il faut ramener de nouvelles semences adaptées au contexte, avec les bons entrants, les bons engrais. Et c'est ainsi que vous allez réussir. Donc, il faut faire tout cela et vraiment penser aux technologies qui sont adaptées. Si je regarde le passé, notre maïs amélioré couvre 10 millions d'hectares aujourd'hui en Afrique. Moins d'eau est consommée et si vous pensez à la Zambie, ça aurait été une catastrophe sans notre maïs amélioré. C'est $1 milliard générés annuellement. Si vous regardez notre patate douce qui a été renforcée, 600 millions de foyers en consomment, ce qui améliore le rapport en vitamine A. Si vous regardez l'Alpha Safe qui diminue certaines contaminations, alors on a de très bons chiffres à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Donc en utilisant les bonnes données, on peut améliorer l'assurance du cheptel et ça bénéficie à 1 million d'agriculteurs. Donc vraiment beaucoup de choses ont déjà été faites, mais il y a une question d'échelle sur laquelle nous devons travailler. Avec les bons investissements, on peut savoir quel est le niveau de capture du carbone qu'on pourra atteindre en Afrique. Et pour ça, il faut savoir où on en est aujourd'hui. Ça permettra aux agriculteurs de faire partie des marchés du carbone. Pour une transformation plus durable, il faut débloquer les marchés du carbone en faveur des Africains et pour ça, il faut les donner. Et donc, il faut un point de départ clair qui nous permette de savoir où on en est. Il nous faut de l'innovation pour produire davantage et des aliments plus nutritifs de façon plus durable. Tout ça sera soutenu par les institutions, le gouvernement et la collaboration qu'on arrivera à mettre en place. Merci. Merci, c'est une conversation pour ceux qui sont intéressés. On peut continuer la conversation avec ce qu'il y a à l'écran, mais maintenant on va donner la parole à la FAO parce que lorsque j'écoutais les deux orateurs, je me disais que la FAO s'intéresse à toutes les définitions, à toutes les opportunités offertes par la science. Donc, est-ce qu'il y a une feuille de route qui nous permettrait de capturer tous ces avantages pour l'Afrique? Est-ce que vous pourriez brièvement nous parler de cela? Oui, merci beaucoup. Je pense que les défis ont déjà été expliqués. Donc oui, je vais commencer par le financement. Quand on parle de durabilité, il y a une question de définition et parfois il y a des biais qui sont introduits à la racine et on oublie l'importance de l'aspect social et économique. Depuis le lancement des ODD, nous sommes très clairs sur le fait que le développement durable doit se faire en 3 dimensions.
On parle beaucoup de chiffres, mais on fait attention à ne pas parler de chiffres en Afrique. La science est la science, mais maintenant, il faut que nous ayons une approche basée sur les effets. On a une multiplication des cadres, des indicateurs. Ça ressemble souvent à une liste interminable et on ne peut rien faire sans mesurer les coûts car nous sommes dans un monde avec des ressources limitées. Et parfois, il y a aussi de la confusion, un manque de clarté. Et lorsqu'il y a de la confusion, les investisseurs ne veulent pas participer. Ce n'est pas une situation propre à l'Afrique, c'est un problème mondial car nous échangeons les uns avec les autres, nous investissons les uns dans les autres. Il nous faut donc générer une solution globale. La transparence, la clarté est un bien global et pour un bien global, il faut des institutions globales dont la FAO fait partie. L'année dernière, nous sommes intéressés aux questions de l'action pour le climat et l'un des enjeux centraux, c'est la donnée. Il faut que la donnée soit générée en tant que bien public avec les bonnes normes. Mais lorsque nous interagissons avec de nombreux acteurs, il y a beaucoup de discussions et la discussion, à un moment ou à un autre, doit prendre fin pour laisser la place à l'action. Et si vous êtes un scientifique, vous dites que le temps de l'action commence là où s'arrête la mesure. Donc il faut des indicateurs traçables, transparents. Et c'est critique pour l'Afrique car nous devons être opérationnels, nous devons arriver avec des indicateurs qui peuvent être mesurables dans des environnements parfois où il y a peu d'accès aux données. Et donc venir avec 100 indicateurs différents concernant les indicateurs de durabilité qui peuvent être appliqués uniquement dans 2 cantons en Suisse n'est pas intéressant. C'est peut-être intéressant au niveau local, mais nous voulons simplifier, nous voulons des dénominateurs communs qui permettent à tous les acteurs du secteur public, du secteur privé de converger, car nous voulons aussi générer ce niveau d'interopérabilité de la ferme à l'entreprise, au système de comptabilité nationale. Et nous pouvons jouer un rôle important en cela pour nous assurer que les gens font référence aux mêmes données, ce qui va générer des politiques, ce qui va générer un effet de levier pour le secteur privé, ce qui permet aux agriculteurs de comprendre la situation, car ce sont eux qui sont en première ligne. Si on ne leur demande pas d'intervenir de manière pertinente, ils n'agissent pas. C'est comme ça que nous pouvons surmonter ces défis. Merci David. Je vois que nous sommes tous très intéressés ici. La Somalie accélère beaucoup sur ces points. Cette initiative est une initiative active. Qu'est-ce que vous pouvez partager du point de vue du gouvernement sur ces défis? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Abdoulaye. Je viens Je représente la Somalie. Merci d'avoir invité la Somalie pour cette discussion importante. En termes d'agriculture durable en Somalie, nous avons beaucoup de terres arables. Nous avons une activité importante de pêche en termes d'agriculture durable. La Somalie est actuellement représentée à Dakar dans le cadre d'un partenariat d'investissement agricole qui s'intéresse principalement aux petites exploitations agricoles. On parle ici de 100 millions dans le cadre d'un partenariat entre le public, le privé et les organisations philanthropiques. Nous avons agi avec de nombreux acteurs comme la Banque de développement africaine. Nous avons reçu des engagements de soutien à cette initiative. La Banque mondiale est aussi impliquée. Concernant le développement durable, nous sommes focalisés sur l'emploi d'engrais. Au cours des 5 à 7 dernières
dernières années, la Somalie a interdit les engrais et maintenant cette interdiction a été levée. Les investisseurs privés peuvent aussi soutenir le développement grâce à cela. Nos législateurs ont aussi beaucoup travaillé pour renforcer les institutions. Nous avons créé une autorité d'inspection réglementaire de l'agriculture somalienne. Nous soutenons aussi les agriculteurs en subventionnant leurs achats d'engrais pour améliorer leur productivité. L'agriculture somalienne est l'un des moteurs de l'activité économique de notre pays qui emploie 70% de la population et qui représente 60% du PIB du pays. En Afrique, la Somalie représente 2 à 3% de la production agricole. La Somalie exporte du sésame. Nous exportons aussi 15 000 têtes de bétail aux pays du Golfe. Il y a là des opportunités d'investissement. Nous avons un plan de transformation national pour permettre un cofinancement public-privé. Voici ce qui concerne, voilà, je conclue en ce qui concerne nos initiatives. Pour les années à venir, nous vous inviterons tous à nous rejoindre pour avoir un effet catalyseur. La Banque de développement africaine s'est déjà intéressée à cette initiative pour rendre disponible 100 millions de ressources. Merci beaucoup. Nous avons 4 personnes et 5 minutes. Nous ferons de notre mieux. Elisabeth, vous étiez la première de la liste. Je serai brève car cet homme et David ont déjà dit bien des choses. Du point de vue scientifique, j'aimerais simplement souligner 3 points. Le premier, c'est les sols. On en a tous parlé. Nous devons faire beaucoup de recherches sur les sols. En Afrique, par exemple, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent ensemble pour lancer des plateformes de partenariat. On espère que la FAO pourra nous rejoindre dans le cadre de ces recherches. Nous avons une plateforme en Afrique de l'Ouest, une plateforme en Afrique de l'Est. Et nous travaillons sur des recherches approfondies. Nous avons le financement de l'Europe pour la recherche et le développement et nous espérons que dans le prochain accord cadre, cela sera retenu et la France a vraiment un rôle de meneur sur ces points. Nous agissons aussi avec les partenaires africains. Nous renforçons nos efforts. Le deuxième point, et cet homme a vraiment précisé les points importants, les engrais ne vont pas tout résoudre. Les engrais sont importants et l'Afrique aime les engrais, mais nous devons aussi avoir une adaptation au changement climatique. Nous devons développer des plantes ad hoc. Nous devons changer notre approche sur les cultures, changer le type de culture. Donc il faut une solution, une mise en œuvre de solutions multifactorielles. Et enfin, il ne faut pas oublier les populations. On parle là à la fois des agriculteurs et des consommateurs. Aujourd'hui, lorsque nous travaillons, il y a la production de café, de cacao et il y a les accords actuels ne sont pas les bons. Les agriculteurs ne reçoivent pas une part suffisante. Il faut aussi réfléchir à la maturation du marché. La technique, c'est bien. Le développement des cultures, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les populations.
population. Merci beaucoup, c'était très rapide. Alors très brièvement, d'abord je veux dire que je vois qu'à présent il y a un niveau de convergence par rapport à la discussion qu'on a eue il y a 3 ans. Il y avait des points de vue très différents il y a 3 ans. Maintenant nous sommes alignés, il nous faut une approche holistique. Cette approche holistique est évidemment économique, sociale, environnementale et elle doit être centrée sur la nutrition. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a cette convergence, ce qui nous amène ensuite à la question de David. Comment est-ce que nous simplifions? Alors l'urgence est au rendez-vous. Nous avons lancé cette discussion il y a 3 ans parce qu'on voyait l'effondrement des rendements, l'effondrement des troupeaux. Les gens disaient il faut moins de vaches. Pour faire simple, pour simplifier, maintenant nous ne sommes plus là. Les gens comprennent maintenant qu'on peut augmenter les rendements tout en ayant une baisse d'émissions de méthane, et l'Afrique est la solution pour faire cela. Mais maintenant, il faut répondre à la question de comment simplifier, car nous sommes d'accord sur 1000 indicateurs différents. Je dirais que notre travail au niveau du secteur privé ne nous permet d'agir que sur certains indicateurs clés. Est-ce que nous pouvons tous être d'accord sur le fait que le rendement est un indicateur clé? Oui, c'est important. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord sur le fait que nous avons besoin d'une agriculture régénératrice qui protège les sols? Voilà, ce que je suis en train de dire, c'est est-ce qu'on peut piloter cette transformation avec 8 indicateurs, par exemple? C'est sur ça que j'essaye d'atterrir, pas sur plus, car si nous ne faisons pas cela, je peux vous le dire, j'ai beaucoup d'experts qui travaillent sur beaucoup de définitions de choses qui ne serviront à rien. Donc c'est en ça que je vous appelle à agir. Khalil. Bonjour, Khalil Ouadigui de One Campaign. Nous sommes en Afrique et dans les pays du G7. 2 points très brièvement. Alors pour répéter ce qui est évident, nous voyons que les questions de définition de développement durable pour l'Afrique, ce n'est pas quelque chose qui doit empêcher la transformation de l'agriculture africaine. Nous savons que l'agriculture africaine utilise beaucoup moins de produits chimiques que celle de quiconque de par le monde. Donc l'idée selon laquelle l'Afrique doit faire très attention aux produits chimiques n'est pas très cohérente. N'est pas très cohérente du point de vue de notre vision pour les populations sur le continent. Il y a des solutions durables, notamment en termes d'irrigation, en termes d'agriculture numérique. On peut monter à l'échelle sur ces points-là, ce qui améliorera les rendements, ce qui aura un effet positif sur les revenus des populations. Ceci sans impact environnemental majeur. Nous devons donc nous focaliser sur la manière dont on peut développer ces aspects. Franck, merci beaucoup. Je voulais réagir un peu aux questions à l'écran. Nous avons entamé le dialogue ici en soulignant les problèmes de l'Afrique, mais je pense que l'Afrique est un continent qui a aussi beaucoup de force. On parlait aussi d'investissement en Afrique. On voit que la croissance de la consommation en interne va avoir un effet positif sur l'investissement privé sur le continent, mais l'autre force de l'Afrique, c'est ses ressources naturelles. Avec Nestlé, on voit beaucoup de cacao en Afrique que nous vendons de par le monde et on doit vraiment protéger cette ressource. Quand on parle d'approche holistique, de mesures holistiques, pour résumer, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut agir partout, surtout en même temps. Il faut agir sur les aspects sociaux, environnementaux, en même temps, car beaucoup d'objectifs sont pilotés par les objectifs agricoles, les questions de niveau de vie, et nous, dans la chaîne d'approvisionnement et l'agriculture du cacao, il y a des questions de déforestation, de gestion des risques. Ce qui peut vraiment fonctionner, c'est des mécanismes pour que le développement durable soit intégré au pilotage de l'agriculture par les agriculteurs eux-mêmes. Et ce qu'on peut mettre en œuvre, c'est des
des primes pour les agriculteurs pour promouvoir les bonnes pratiques, le replantage d'arbres, l'éducation. Et on peut générer en Afrique des primes qui sont substantielles pour les agriculteurs. Nous sommes actuellement en train de monter en cadence. On touche à présent 30 000 familles. En Afrique, on en vise 160 000 à l'avenir. Et ce que l'on veut montrer, c'est que le modèle peut être reproduit par d'autres entreprises. Et c'est notre espoir, montrer que c'est aussi quelque chose qui résonne avec les consommateurs des pays où nous vendons ces produits à base de cacao. Donc je voulais simplement parler de la manière dont il est possible de connecter les environnements sociaux et environnementaux. Merci Franck. Et enfin, notre dernier intervenant. Merci beaucoup. Je viens à ce forum de manière systématique et je n'ai pas entendu dire que j'ai entendu dire que 2025 est l'année la plus compliquée des 20 dernières années. On parle ici de la géopolitique de l'alimentation et je parle ici du séisme qu'on a vu en 2025 qui doit vraiment mener à une recalibration de la manière dont nous réfléchissons. Parce qu'on sait bien sûr qu'il n'y a pas de routine, mais là, on va encore plus loin que les changements habituels. Il y a une complexification. Tout le monde veut que Bruxelles ponde une solution. Tout le monde à Bruxelles veut qu'on ponde une solution miracle. Ce n'est pas facile de développer une solution miracle. Les maîtres politiques veulent la célérité, des solutions qui peuvent être appliquées à n'importe quelle échelle, des solutions intelligentes qui peuvent être appliquées dans les secteurs, dans 3 secteurs, l'énergie, je parle d'hydrogène, le pharmaceutique et les matières premières critiques. Et l'agriculture n'est pas au rendez-vous en termes de vitesse, en termes d'échelle et en termes d'investissement. Il y a des processus dont nous n'avons pas parlé. Nous devons être alignés. Au niveau du CODEP et des déclarations, il y a des limitations, notamment la mobilisation des ressources domestiques. On ne peut pas parler de mise à l'échelle s'il n'y a pas de mobilisation des ressources domestiques. L'environnement sera très différent à venir par rapport à ce qu'on a vu les 15 dernières années. Lorsqu'on parle du secteur privé, le secteur privé veut une limitation des risques. Et dérisquer à l'échelle, c'est compliqué, car on parle de petits projets, pas de grandes opérations où il y a des garanties. Ça fait des années qu'on parle de crédit carbone. Je ne vois pas encore d'atterrissage sur l'agriculture équitable. Quand vous me dites que c'est un écosystème où il peut y avoir un rééquilibrage du point de vue de l'équité, on doit agir sur ces points. Il nous faut aussi une base institutionnelle au plus haut niveau. Il y a des approches qui tirent parti de toutes les parties prenantes, mais je ne vois pas de véritable plateforme où il y a une convergence entre l'infrastructure publique et le secteur privé pour dire, par exemple, en Somalie, on peut faire ceci, voici les priorités, en Zambie, on peut faire ceci, voici les priorités. On n'a pas ces dynamiques au niveau local, au niveau régional ou continental. Et on doit réussir à mettre cela en œuvre dans le contexte africain. Maintenant, Patrick, vous avez la parole. Avant tout, vous avez parlé de convergence et je voudrais féliciter Augustin et le PPF. Il y a eu de nombreux progrès faits sur de nombreuses questions et on a tous notre propre théorie autour du changement, on a tous nos idées et c'est bien de converger. On a parlé d'investissement. La Banque mondiale a doublé ses engagements pour l'agriculture africaine d'ici à 2030.
Donc là aussi, il y a une convergence autour des priorités. Et puis, je pense que le niveau des discussions que nous avons aujourd'hui montre qu'il y a une convergence grandissante autour de nos méthodes. Donc voilà, on sait tous qu'il y a un potentiel et qu'il faut des pratiques plus régionales en ligne avec les priorités africaines. La question, c'est donc comment on finance ça, parce que ça a un coût. Et le coût est surtout un coût de transition. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'Afrique, mais il y a quand même un coût. Donc que peut faire par exemple, le Green Climate Fund? Le problème principal pour l'Afrique, c'est l'alimentation, avant toute chose, avant même l'énergie. Donc comment on peut aider à financer cette transition? Merci, Patrick. Thank you very much. Thank you, Patrick. Merci, Patrick. Le GCF, le Green Climate Fund, a été établi lors de la COP60 et on a lancé notre premier projet en novembre 2015, juste avant l'accord de Paris. Nous sommes le plus gros fonds climatique avec 80 milliards et 15 milliards de plus. On fait 50% d'atténuation et 50% de lutte contre le changement climatique. 40% de nos opérations sont dédiées à l'Afrique. C'est notre plus gros sujet. On a 2,5 milliards alloués à l'alimentation et l'agriculture en Afrique. D'autres collègues l'ont déjà mentionné. On voit qu'il y a un grand nexus entre climat, sécurité alimentaire et paix. 25% des émissions mondiales de carbone proviennent de l'agriculture. Et on a vu que 1 degré Celsius de plus mène à moins 7% de rendement pour le maïs, le sorgho ou le blé. Et il ne faut pas oublier qu'on parle de gens ici. 2% de degrés en plus, c'est 230 millions de personnes de plus qui auront faim. 4 degrés Celsius, et c'est ce vers quoi on se dirige, c'est 1 milliard de personnes qui ont faim en plus. Donc vous voyez, ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel. Donc qu'est-ce que le GCF peut faire? On a de l'argent, mais c'est une goutte dans un océan. Néanmoins, c'est 50 milliards, donc on peut faire des choses. Alors la première chose, c'est la concessionnalité, c'est les coûts. Quand on parle du climat, de la sécurité alimentaire, il faut penser à la dette. La plupart des pays dans lesquels on opère en Afrique ont un énorme problème de dette. Ils restructurent leurs dettes, plein de mécanismes sont mis en œuvre. Donc le GCF arrive avec une approche très concessionnelle. Nous faisons des prêts concessionnels, 40%, et puis 40% de prêts en capitaux, et le reste ce sont des prêts plus classiques. On a approuvé récemment un projet avec la FAO, avec la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale. 75% of that in ground, 25% of that in concession loan for crops processing zones. On a un projet, par exemple, sur des zones sur des entreprises qui transforment des semences. On travaille également, on va mener, ça va bénéficier à 8 millions de personnes et réduire les émissions carbone de façon significative juste avec ce projet d'amélioration des semences. Autre chose de très important, c'est l'histoire de changement d'échelle et de dérisquage des investissements. Nous croyons qu'on peut amener le secteur privé à investir dans notre segment. On a travaillé avec un fonds de private equity
60 millions ont été alloués au Ghana, au Kenya, entre autres, pour des petits exploitants agricoles. Et c'est sur des projets où le GCF a mené la moitié des fonds pour dérisquer l'investissement. Il y a d'autres acteurs qui sont là, comme Proparco, par exemple. Donc, voilà, il y a une illusion pendant des années selon laquelle l'agriculture africaine n'intéressait pas le privé. C'est faux. Regardez la James Database qui a été publiée récemment. Ce n'est pas plus risqué d'investir dans l'économie en développement que dans l'économie développée. Donc vraiment, il faut garder ça à l'esprit, changer de perception. Dernière chose, vous en avez parlé, Isman, c'est la notion de propriété. Le pays doit prendre les décisions lui-même, il doit choisir ses partenaires, il doit choisir ses priorités. À la COP 30, plus de 15 plateformes ont été lancées par des pays. La première a été lancée par le Brésil, par exemple. L'objectif, c'est pour eux de choisir leurs projets, de choisir leurs partenaires, etc. Certains veulent travailler avec la Banque de développement africaine, d'autres veulent choisir une banque de développement locale. Pourquoi pas? Nous travaillons avec la Banque de développement du Mali, par exemple. Et on les traite comme on traite la Banque de développement africaine. Nous croyons fermement que c'est au pays d'avoir le dernier mot et d'avoir la vision. Dernière chose, cela fait plusieurs années qu'on compte sur la finance internationale et sur les finances publiques. Il est temps maintenant de passer au secteur privé et au secteur national, au secteur domestique. On peut travailler avec les plateformes de pays et avec des acteurs locaux de financement, donc on a les solutions. Merci. Merci. C'est encourageant de voir que le GCF est très actif dans le domaine de l'agriculture africaine. Je me tourne vers Younes. Vous allez nous parler de la plateforme MAVA qui permet de passer à l'échelle supérieure les investissements dans la chaîne de valeur agroalimentaire. Donc en quoi cela contribue à la durabilité, s'il vous plaît. Merci. C'est un immense honneur de participer à cet événement pour parler de ce qui est un défi essentiel pour l'avenir de l'Afrique. Comment construire et monter en échelle et passer à l'échelle supérieure des financements qui soient plus inclusifs. Il faut qu'on soutienne davantage les agriculteurs et c'est pour ça que l'inclusivité est au cœur de notre approche. MAVA a été lancé en octobre 2023 à la fin des réunions de la Banque mondiale à Marrakech. Il y a l'OCP et l'IFC qui sont deux partenaires. L'objectif est d'accélérer la révolution verte pour atteindre les objectifs SDG, les ODD, à l'échelle mondiale. Et pour ce faire, nous sommes convaincus que l'innovation, c'est crucial. Alors pas uniquement d'un point de vue technologique, il faut également réfléchir au modèle d'affaires, il faut prendre une perspective sociale, et puis il faut innover dans la façon dont on travaille ensemble. C'est là que MAVA arrive. Vous avez nos partenaires que j'ai mentionnés. On a également l'Agence française de développement, Proparco. On a aussi un fonds de développement islamique. Tous ces partenaires travaillent sur la façon de tirer le meilleur parti des ressources et de l'expertise qu'ils apportent. Quelle est la vision scientifique? Comment on peut améliorer les intrants? Comment on s'attaque à la question des sols? On en a parlé lors de cette session. Tout ça, c'est très important. Notre approche au sein de MAVA s'articule autour de 4 piliers. 1,
identifier les entreprises innovantes qui peuvent proposer des solutions ou adapter des solutions qui vont résoudre des problèmes quotidiens des agriculteurs. 2, comment on facilite l'accès au marché, que ce soit pour les intrants ou pour les récoltes qui sont produites. Parce qu'au final, un agriculteur ne va pas produire s'il n'a pas accès au marché. Il a besoin de sources de revenus. Troisièmement, faciliter l'accès au financement. Et 4, comment on renforce l'écosystème de l'innovation, parce qu'encore une fois, sans innovation, nous pensons que nous ne pourrons pas accélérer la révolution verte. Quand je dis révolution verte, on pense au changement climatique et à la sécurité alimentaire. Alors qu'avons-nous fait ? On a travaillé en Côte d'Ivoire sur la chaîne de valeur alimentaire et on a pris 500 hectares qui appartenaient à des petits exploitants agricoles. On a fait venir des agrégateurs pour sécuriser l'accès aux intrants. On est arrivé, on connaissait bien les sols et les nutriments qui manquaient. On a donc pu leur fournir des intrants adaptés sur mesure, des engrais et des semences. Il y a eu plusieurs partenaires, OCP Afrique, l'Agence internationale de coopération chinoise et d'autres acteurs qui se focalisent sur le riz, par exemple. On a eu des partenaires privés, Société Générale et la Banque d'Afrique. Mais cela ne suffisait pas. On avait besoin d'un élément en plus. Et les personnes qui nous ont sortis de là, c'était Fiona et son équipe, en face de moi, Poula. Poula nous a permis de débloquer les financements qui nous manquaient. Poula fournit des assurances basées sur les rendements et cela diminue donc le risque. Et grâce à cela, on a pu débloquer des financements. On a donc pu soutenir les agriculteurs sur toute la chaîne et je vais m'arrêter là parce que nous manquons de temps. Merci beaucoup. Alors, je vais me montrer très sévère maintenant sur le temps qui vous est imparti parce que nous n'avons plus que 5 minutes. Je vois des nouvelles questions. Allez-y, je vous en prie. Je vais être très bref, merci. 3 choses. 1. La durabilité doit être un équilibre dynamique entre la productivité, la résilience et l'inclusion. Augmenter la productivité, c'est beaucoup d'investissements dans l'irrigation, dans les engrais, dans les semences. Et si on se concentre sur ce pilier, on aura de la durabilité. L'inclusion, mes voisins en ont parlé. C'est qu'une fois qu'un agriculteur a la récolte, il va ensuite vendre. Et c'est la seule partie de la chaîne qu'il verra. Donc c'est essentiel que le marché vienne à lui. J'aime l'idée de l'adaptation comme moyen d'investir dans l'agriculture durable. À Academia 263, nous essayons de lancer une initiative AAA au Maroc. Nous pensons que l'adaptation peut nous aider à avoir accès au financement climatique. Donc on pense à 3 échelles. Adaptation phénologique, adaptation de la gestion et adaptation systémique. Donc il faut que nous ayons les indicateurs qui nous permettent de dérisquer nos investissements. Je m'en tiendrai là parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Merci d'avoir été aussi concis. Merci beaucoup. Je vais moi aussi être bref. Je vais augmenter la tension d'un cran dans cette pièce.
On a parlé d'approche holistique, mais personne n'a parlé de la dette. Vous l'avez abordé, mais on n'a pas été en profondeur. Parce que cela explique comment les pays africains opèrent. On a un problème de rendement, on a un problème d'intrants, c'est vrai. Et le problème des intrants, c'est le problème du prix. Et le problème du prix, c'est le manque de ressources des gouvernements. Donc, quand bien même les gouvernements pourraient dire ce que les exploitants agricoles doivent produire, ils leur diraient de produire ce qu'ils peuvent exporter parce qu'ils ont besoin de diminuer la dette. Donc, en plus de tous les autres problèmes structurels, on ne va pas pouvoir produire des intrants localement à cause d'autres barrières, les problèmes de transfert technologique, les problèmes de commerciaux. Peut-être qu'il nous faut travailler avec l'OMC, peut-être qu'il faut travailler avec d'autres institutions que simplement la Banque mondiale et l'IFC. Je pense qu'il faut vraiment revoir la façon dont on s'attaque aux problèmes. C'est bien que tout le monde dérisque les investissements pour le secteur privé, mais en faisant ça, c'est une subvention qu'on accorde au secteur privé. Personnellement, je pense qu'on a besoin de davantage d'argent public. Sinon, l'argent public servira simplement à renforcer le système privé. Or, si on fait ça, finalement, c'est le secteur privé qui va décider plutôt que les gouvernements. Je ne veux pas, moi, donner des subventions au secteur privé. Ça va augmenter le risque de l'exploitation, entre autres. Donc, certes, il faut dérisquer, mais je pense qu'il faut avant tout renforcer nos capacités institutionnelles. Peut-être qu'il faut penser à des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde autour de la table. Mais si tout le monde autour de la table est content, peut-être qu'au final, ce ne seront plus les gouvernements ou les agriculteurs qui seront contents. Donc voilà, je pense qu'Atlas, c'est le lieu parfait pour faire ça, parce que vous avez réussi à regrouper différentes personnes de différents secteurs. C'est l'endroit idéal pour vraiment penser à ce qu'on veut faire de la finance pour le secteur agricole africain. Merci Muez, et vous n'avez pas besoin de micro tellement votre voix porte. Alors, c'était très intéressant votre remarque dans le mille. En effet, le rôle du secteur public est important, et je pense qu'il y a un exemple en Éthiopie, un projet sur 10 ans qui montre le rôle du secteur public. Merci beaucoup. Quand on parle de dérisquer le secteur privé, tout ce que vous avez dit saute à l'esprit. Mais ce qu'on a vu en Éthiopie, c'est que un des risques, un des plus grands risques, c'est le problème de visibilité sur les politiques publiques, ce qui rend l'environnement très difficile pour les investisseurs. L'autre problème, c'est d'avoir des investissements publics qui vont faciliter derrière les investissements privés, comme par exemple une cartographie des sols et de leur état, ce qui permet derrière aux entreprises qui vendent des engrais de développer des engrais adaptés aux besoins des agriculteurs. Autre exemple, on essayait de développer l'industrie de l'orge en Éthiopie, et on a réalisé qu'il fallait que des entreprises externes viennent investir. Mais ils nous ont dit, on n'aura pas la bonne qualité d'orge sur vos sols. Donc on a dû travailler avec les agriculteurs pour montrer que leurs pratiques agricoles, la façon dont ils plantent et dont ils récoltent, pouvaient ensuite être à la hauteur des investissements que l'orge serait
à la qualité requise. Et on parlait de 100 millions d'euros d'investissement. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, il ne faut pas oublier le secteur public. C'est un investisseur et c'est un investissement. Sans le secteur public, vous n'allez pas avoir l'environnement nécessaire pour attirer les secteurs privés et vous n'atteindrez jamais l'échelle nécessaire pour avoir un impact sur notre continent. Merci, merci beaucoup Raphaël. Vous avez 1 minute. Merci, je suis Raphaël Araim, directeur de gestion de XAPA. Nous sommes une entreprise qui se spécialise dans les programmes de développement agricole. Nous combinons la finance d'impact et les aides techniques. Nous avons un accord avec la Société Générale. Nous présentons cela à la Précop la semaine prochaine avec l'initiative globale pour la finance climatique. Pour rebondir sur ce qui a été déjà dit, c'est l'innovation sur les modèles d'activité est cruciale pour restructurer, pour débloquer l'accès au financement. Notre approche, par exemple, c'est d'avoir des partenariats avec des entreprises industrielles pour générer des engagements pluriannuels pour débloquer les garanties qui permettent d'avancer. Et c'est plus efficace de travailler à la fois sur la résilience climatique et l'équité sociale. Ce qu'il y a de plus efficace, c'est de passer par les dirigeants, les représentants, les leaders des communautés, plutôt que de disperser les financements sur les individus. Alors j'ai une dernière personne qui doit s'exprimer. 45 secondes. Je serai très brève. Je représente Microsoft. Je veux développer quelques points, notamment ce dont David a parlé avec la donnée. Si on doit parler de la manière dont nous allons prendre de meilleures décisions, aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes informations sur l'emplacement des terres agricoles dans le continent. On ne sait pas quels sont le type de culture non plus, et ce sont des points critiques en Europe. Le fait de développer des systèmes nationaux qui collectent ce genre de données, qui donnent des données quantitatives fiables, qui permettent au secteur à la fois public et privé de prendre des initiatives fiables, c'est important, car sinon, chaque acteur à son échelle doit développer ses propres systèmes, et donc s'il y avait un point à souligner, c'est celui-là. Oui, je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup. Je veux simplement souligner l'importance de financement public supplémentaire. Pool est une entreprise privée, mais nous travaillons aussi avec des gouvernements et des bailleurs de fonds. Nous avons lancé l'initiative 10 000 fermiers au début de l'année, ce qui nous permet de développer les capacités des gouvernements en termes de résilience climatique et d'aider les agriculteurs. Et je veux souligner l'importance de ce modèle qui réunit tout le monde autour de la table pour créer une manière plus durable de monter à l'échelle. Merci. Cela conclut les interventions. C'était très intense. J'étais dans le panel précédent sur l'énergie. Vous étiez bien meilleur, plus précis, plus concis. Je retiens deux, trois choses. D'abord la convergence sur les doctrines, sur ce qu'on doit faire, sur là où il faut agir. Les investissements publics, c'est le deuxième point, c'est le cœur de la consolidation, c'est un aspect critique. Troisième point, la donnée, une donnée ouverte, le partage et l'innovation. Aujourd'hui, la technologie nous permet vraiment de monter en puissance dans ce domaine et c'est un très bon futur projet pour Atlas et nous tous autour de la table. Augustin, merci beaucoup. C'était trop court, il y avait trop de personnes autour de la table, donc nous sommes désolés pour cela, mais c'est un bon signe, un signe encourageant. Cette conversation est un prétexte, un point de départ et je ne vous laisserai pas partir, je vais vous pourchasser afin que nous continuions à parler de tout cela. Atlas va continuer son travail. Nous allons
croître. Donc, je vous dis simplement, utilisez-nous, nous sommes à votre service pour vous aider de la manière qui vous sera la plus utile et profitez bien de votre séjour à Paris. Merci beaucoup.